Bonjour et bienvenue à l'acte 2 de la semaine du tribunal de l'actualité. Merci de nous suivre à travers les médias leaders Tweet TV et Watt FM. Et comme vous le savez, nous sommes accessibles en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. J'ai avec moi sur ce plateau ce matin le juge Vara. Bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Nous allons parler archivage et dossier Thomas Sankara. Vous le savez, le dossier Thomas Sankara a connu une avancée notable avec la remise du troisième et dernier lot des dossiers liés à l'assassinat du père de la révolution burkinabé. Une actualité largement commentée qui a soulevé le débat sur la loi qui encadre les archives et également son importance en tant que source historique. Et pour le cas du Burkina Faso, qu'est-ce qu'on peut en dire et comment se fait la gestion de ces archives? Et cette question sera enrôlée pour cette présente convocation. Et à la barre ce matin, Didier Emmanuel Ouedraogo, il est consultant en archivistique, premier directeur général des archives nationales. Alors il a géré cette direction de 1973 à 2000. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Ouedraogo. Alors comme on l'a dit, ce temps d'antenne sera consacré à la question des archives. Mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Juge Vara, qu'est-ce qui a retenu votre attention? J'aurai deux avant-propos et mon premier avant-propos, ça sera une pensée à l'endroit de ceux qui sont tombés dans l'embuscade entre Fada et Pama. On parle de 4 personnes portées disparues. Il y a eu des blessés. C'est pas trop encore de façon assez claire ce qui s'est vraiment passé, mais je vais dire que ma pensée va à l'endroit de ces personnes et puis de leur famille. On est dans une réalité d'insécurité au Burkina Faso et chaque fois que ça arrive, quelquefois on revient sur des chiffres, mais derrière c'est des familles, derrière c'est des visages, c'est des noms, c'est des hommes. Donc c'est cette pensée-là. Et puis deuxième élément, avant-propos, c'est le Tchad. On a le Premier ministre qui a été désigné, c'est Albert Paymi, son dernier nom c'est un peu compliqué, voilà, qui lui était déjà Premier ministre. Il était le dernier Premier ministre parce que la Constitution a été retouchée sous Déby Père et donc cette fonction-là avait été supprimée. Donc c'est le même qui revient. Donc il n'est pas dans une fonction qu'il ne connaissait pas. Maintenant, évidemment, ça surprend plus d'un au Tchad et on se rend compte aussi qu'il y a d'abord l'opposition qui semble ne pas accepter jusqu'à présent l'existence de ce CMT-là, Conseil militaire de transition, et donc forcément des décisions aussi qui en découlent et qui appellent les N'Djamena et autres à sortir et à manifester. Donc, je ne sais pas ce que cela va donner. Et puis, on sait que c'est une junte aussi. On connaît un peu comment est-ce que Déby Père fonctionnait. Je ne pense pas que Déby Fils va s'en écarter. Donc, si le bras de fer continue, est-ce qu'on n'aura pas une expression plus dure de la sécurisation du pays, notamment parce qu'actuellement, il y a plein de marches qui sont entrevues, des interdictions aussi, et des militaires qui veillent au grain. C'est dans cette atmosphère-là que les choses se passent aujourd'hui au Tchad. On se disait qu'avec peut-être un Premier ministre civil, ça allait décrisper. Peut-être aussi avec les négociations pour former un gouvernement, il y aura peut-être au sein même de cette classe politique qui vomit pratiquement de façon unanime cette transition-là. Peut-être qu'il y aura quelques défections, parce que c'est un peu ça aussi la réalité politique. Lorsqu'on vous appelle au partage du pouvoir, quelquefois, on commence par mettre un peu d'eau dans son vin et puis on dit, est-ce qu'il ne faut pas comprendre? On va observer en tout cas cette actualité tchadienne là, et puis espérer que le meilleur pour les Tchadiens soit qu'on ne retourne pas dans une crise, parce que c'est ce dont on doit se faire l'économie, notamment pour ce qui les représente dans notre sous-région. En tout cas, merci pour cette lecture-là. Je rappelle que Didier Emmanuel Ouedraogo est notre convoqué du jour. Il est consultant en archivistique, premier directeur général des archives nationales. Avec lui, nous allons parler justement de cette science-là, l'archivistique. Quelle est la loi qui encadre justement cette science au Burkina Faso? Et en lien avec le dossier Thomas Sankara, qu'est-ce qu'on peut donner comme éclairage? En tout cas, merci une fois de plus d'avoir honoré notre convocation. Il faut rappeler que vous êtes également professeur d'histoire-géo de formation. Peut-être pour permettre aux téléspectateurs, auditeurs d'avoir les mêmes grilles de lecture, qu'est-ce qu'on entend par archive? Avant de répondre à votre question, je souhaiterais aussi avoir une pensée à ce, comme l'a dit monsieur le juge.
à l'endroit de ceux qui sont tombés dans l'embuscade que nous avons tous appris. En effet, c'est un problème récurrent qui nous touche tous et qui nous concerne au plus haut point. Cela dit, les archives, c'est tout ce que produit une personne ou une administration, une entité quelconque dans ses activités courantes. Par exemple, une personne a son acte de naissance, les papiers concernant sa vie, ses fonctions, etc. Et une nation, c'est les archives qu'elle produit. Vous savez qu'une administration, le principal résultat de l'activité administrative, ce sont les dossiers, ce sont les archives. Et ces archives-là sont conservées dans une institution qu'on appelle Archives nationales ou Centre national d'archives, etc., etc., pour ce qui concerne l'État, et puis concerne les entités particulières, où dans un ministère, il y a des dépôts d'archives, il y a des archivistes qui gèrent au quotidien ce que produit ce ministère ou cette organisation administrative. D'accord. Voilà. Professeur d'Histoire-Géo, vous êtes le premier directeur général des Archives nationales. Est-ce que c'est un parcours normal? Est-ce que c'est le même domaine? En tout cas, qu'est-ce qui a fait que vous êtes retrouvé à ce poste-là? Bon, vous savez, c'est le ministre, comment il s'appelait déjà? Le nom me reviendra. Lorsque j'étais étudiant à l'université d'Abidjan, qui m'a envoyé une lettre pour me demander si ça m'intéressait de venir être professeur et après de partir pour un stage en France, pour des études en France, dans un domaine particulier, tel ou les archives ou la bibliothèque. Alors j'ai répondu à cette invitation en 69. Je suis arrivé, j'ai été affecté comme professeur au lycée technique de Ouagadougou. Et une année et demie plus tard, il m'a demandé si je voulais aller faire des études d'archivistique en France. J'ai accepté et c'est ainsi que je suis allé aux Archives de France où j'ai mené ces études-là pendant 2 années et demie. Voilà comment ça s'est fait. Je suppose que, bon, vous savez, un historien n'est pas loin des archives. C'est forcé. Tous les historiens qui préparent ou des mémoires ou des thèses sont obligés de faire des recherches et les recherches, la plupart du temps, on les mène dans un dépôt d'archives, dans un centre d'archives. Ce sont des documents historiques. Absolument. D'accord. Juge Var, nous sommes dans les généralités. Oui, on est dans les généralités. Parce que je pense que le rendez-vous d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus pédagogique pour qu'on comprenne un peu comment est-ce que les choses fonctionnent. Nous sommes dans une société africaine dite de l'oralité. C'est ça. Et est-ce que, du point de vue de l'archive, des archives, c'est comment dire ça, c'est un désavantage parce que chez nous beaucoup de choses se disaient, se rapportaient, on dirait de génération en génération, ça ne s'écrivait pas forcément. Est-ce que ça a été un désavantage pour nous quand on parle des archives? Je ne dirais pas un désavantage. D'accord. Vous savez, les archives, au terme par exemple de la loi dont vous parliez tout à l'heure, c'est la loi 47 qui a été prise en 2019, qui est issue d'une autre loi ou d'autres textes précédents. Les archives englobent tout. C'est aussi bien les documents écrits que les documents audiovisuels. Donc, quand on dit audiovisuel, vous comprenez bien que tout ce qui est dit, enregistré, et les archives même mènent des campagnes d'enregistrement aussi auprès des témoins de notre histoire, etc., etc. Tout ça est pris en compte dans la conservation des archives. Dans le mot archive, vous avez aussi bien les documents écrits que les documents audiovisuels et maintenant les documents que vous connaissez tous, qui sont donc tout ce qui se passe dans le net, etc., etc. Je l'ai dit en fait parce que vous parlez de l'audiovisuel il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Alors que nous sommes aussi de vieilles civilisations, quoi qu'on dise. Et contrairement à d'autres cultures qui étaient très, très attachées à tout poser un peu sur écrit, même vous prenez de génération en génération, on vous dira, on vous donnera une image de ce qu'est
l'arrière, parce qu'il a été peint. Par exemple, chez nous, c'est des choses que vous ne verrez pas. Et même les hauts faits que nous avons culturels retracés historiquement, c'est quelquefois ce qui a été raconté de génération à génération. C'est-à-dire, vous n'avez presque pas de traces. Je dis, comment est-ce que l'archiviste travaille sur ce genre de matière? On se dit, bon, ça c'est fini, ça s'est envolé. Bon, oui et non quand même. Il faut, vous savez, vous vous rappelez de la célèbre phrase de Ampateba. Oui. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est cela. Évidemment, mais par exemple, parlons d'Ampateba. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a écrit. Il a écrit, voilà. Ou alors ça a été enregistré. Bon. Vous savez, moi, je ne me mets pas dans la position de donner des valeurs à l'une ou l'autre. Parce que quand j'entends la geste de Soundiata Keïta, racontée par les griots, pour moi, ça a autant de valeur que celle de Roland Aronsovo. Donc, qui est aussi une geste qui était déjà racontée. C'est après que ça a été mis sur support écrit. C'est ça. Eh bien, c'est ce qui est fait actuellement. Aujourd'hui, par exemple, tout ce que disent les griots, tout ce qu'ils chantent, c'est soit écrit, soit alors sur les supports audiovisuels que vous connaissez, l'enregistrement sonore, les disques, etc. Donc, donner une valeur. Bon, vous avez parlé de peinture. C'est vrai, on n'a pas fixé les traits précis de nos ancêtres, mais je vais vous faire remarquer que les masques que nous avons, et ainsi que les statuettes que les différentes cultures africaines ont laissées, ont servi par exemple aux cubistes, Picasso et autres. C'est quelque chose qui a de la valeur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous le savez bien, on parle du retour de tout ce qui a été pris M. Branly en France et ailleurs. Ça a de la valeur. Si on se bat pour qu'ils reviennent, ce n'est pas les visages, par exemple, de Béhanzin ou de Soundiata Keïta qui ont été modelés par les artistes de cette époque, mais leur valeur intrinsèque est connue, reconnue, et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, ça fait l'objet de disputes et de retours, enfin, vous le savez aussi bien que moi. Donc c'est pour vous dire que, de ce point de vue, je crois que autant il y a de la valeur à la chose décrite précisément, et encore ça, c'est toujours discutable, autant aussi il y a de la valeur à la chose imaginée, à la chose sortie de l'esprit de nos artistes, quels qu'ils soient. Et je trouve que c'est de la même valeur. D'accord. Ouais. Comme on est dans les généralités, peut-être dernière question de généralité que moi j'aurai. Lorsqu'on parle d'archives, c'est entrevoir le passé et puis écrire aussi l'avenir. On dira ça comme ça. Mais est-ce que nous apportons dans nos politiques une place de choix à ces archives-là? Est-ce que nous lui donnons une place de choix quand on regarde nos politiques sous nos cieux? Bon, vous savez, je vous répondrai par des exemples. Dès 1960, il y avait au niveau du gouvernement de la Haute-Volta, il y avait un chargé des archives. L'administration coloniale a, dans les différentes niveaux de son administration, que ce soit au niveau des cercles, etc., jusqu'au niveau du gouverneur de la colonie, ou même au niveau du gouverneur général, il y avait toujours des gens chargés des archives. Donc il y a une sorte de continuité que les États indépendants ont plus ou moins bien continué. Ce n'est pas aussi bien ailleurs. Enfin, ça n'a pas été, disons, nettement perçu dès le départ, mais quand même, ça a été pris en compte.
peut-être pas autant que la construction d'autres structures dont avaient besoin rapidement les peuples indépendants. Je veux parler des routes, des hôpitaux, etc., qui étaient des choses beaucoup plus concrètes et rapides. Mais on ne peut pas dire qu'ils ont ignoré totalement cet aspect-là. Chez nous, par exemple, cet aspect, lorsque j'ai été nommé directeur des archives en 1973, c'est pour vous dire que ça a été pris en compte. Sinon, je n'aurais pas été envoyé en France pour les études archivistiques et puis je n'aurais pas été nommé. Maintenant, le problème, après ma nomination, c'était la mise en œuvre, la mise en pratique de ça. Alors là, c'était un combat. C'était un véritable parcours du combattant, comme on dit. Pourquoi vous étiez compris, on ne vous accompagnait pas vraiment, on n'en voyait pas forcément l'importance. Vous faisiez face à quoi? On en voyait l'importance, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai été nommé. Donc je ne peux pas dire que ça n'a pas été pris en compte. Mais par contre, il fallait concrétiser, proposer et concrétiser. Vous savez, dès le début, la première chose que nous avons faite, la petite équipe qui était avec moi, c'était de faire une enquête générale sur l'état de nos archives, du point de vue de tout le territoire. Okay. On a envoyé une fiche avec des questions à toutes les administrations sur toute l'étendue du territoire. On a eu des réponses. Et à partir de là, on a mis en place on a pris en compte ces réalités-là pour proposer au gouvernement la construction d'un bâtiment ou la restauration d'un ancien bâtiment, c'est les deux volets. Et puis on a sorti la capacité de ce bâtiment-là. On a sorti également le nombre de personnes qu'il fallait avoir, les différents matériels qu'il fallait acheter, etc. Donc ça a été fait. Et maintenant, la mise en œuvre de ça, c'est ça qui a mis du temps. Et ça a commencé petitement. Un magasin qui a été construit sur le terrain de l'ancienne imprimerie du gouvernement, là où se trouvent aujourd'hui les archives. Et de fil en aiguille, on a été, on a pu bénéficier de l'apport du PNUD pour la construction du bâtiment, l'équipement, ainsi que la formation du personnel. Donc aujourd'hui, les archives que vous connaissez, qui sont donc toujours sur ce même bâtiment-là, ont été construites grâce à cela. Mais ça a été long. D'accord. Ça a été long. D'accord. Alors, quand on parle d'archives aussi, c'est laisser des traces de la gestion, en tout cas des politiques, par rapport à ce qui a été fait sur le long terme. Alors, cela veut dire aussi qu'il y a des documents parfois compromettants. Donc, pour ceux, en tout cas, qui ont eu à gérer, je dirais, des parcelles de pouvoir public, on a tendance à vouloir nettoyer ou ne pas laisser des traces gênantes. Alors, pour parler un peu du lien avec le politique, est-ce que vous avez eu le coup de franche pour faire votre mission? Oui. Vous savez, c'est... Bon, les documents secrets dont vous parlez, il y en a, forcément. Lorsque, par exemple, vous savez, on a connu des mutations, mais la mutation la plus importante, disons, du point de vue gouvernemental, c'est par exemple, je vous donne un exemple, c'est le changement d'appellation ou de... disons, le changement de ministères. Vous avez des fois des ministères, par exemple, des anciens combattants et des choses, etc. Ministère de la Sécurité, quelquefois qui vont de moi. Alors, les documents se trouvent toujours dans les lieux où ils ont été élaborés, en principe. Ou alors on les met dans des magasins, on les jette, etc. Ou quand une nouvelle équipe vient, elle préfère débarrasser les vieux papiers avec des griffes pour faire de la place afin de s'installer, etc. Donc vous savez, dans ces différentes mutations et choses, nous avons perdu beaucoup de documents, ça c'est évident. Mais pour l'essentiel, aujourd'hui, les documents se trouvent aussi aux archives nationales. Bon, maintenant,
ça dépend de... Vous savez, je vois où vous voulez en venir, n'est-ce pas? Alors, alors, je vous réponds franchement, les documents qui compromettants, encore que pour qu'ils soient compromettants, il faut bien les consulter, n'est-ce pas? Lorsque, par exemple, dans un bureau X, telle personne doit partir, il y en a qui amènent des documents, ce qui n'est pas normal. Donc, la loi sur les archives indique précisément aussi bien les obligations de ceux qui ont produit les archives et aussi les risques auxquels ils encourent en détournant ou en spoliant des archives. La loi est très, très précise là-dessus. Et même la loi indique précisément dans le code pénal les articles qui peuvent leur être, disons, opposés lorsqu'il y a malversation, parce que c'est une malversation. D'accord. Donc de ce côté-là, il n'y a pas grand problème. Quoique, c'est des choses que les archivistes ne peuvent pas aller directement aller chercher, mais qui peuvent aussi signaler ou à l'autorité supérieure. D'accord. Justement, essayons de comprendre, parce que pour nous, quand on parle d'archives ou d'archivistes, c'est prendre de vieux documents. Ça peut être quand je dis documents, ça peut être du papier, ça peut être aussi des audios, ça peut être des vidéos, et les classer. De sorte à ce que lorsqu'on a besoin d'un document particulier, d'une vidéo, de son ou quoi que ce soit, en tout cas, qui soit en archive, qu'on puisse le retrouver. C'est ça les archives? Sommairement, dit, c'est ça. Être archiviste, parce que quand on va jusqu'en France faire une formation, je me dis ça dure dans le temps. Si ça n'est que ça, c'est simpliste. Hein. C'est quoi les archives? Qu'est-ce que ça demande? Ce que vous venez de dire, moi, je suis d'accord, c'est comme ça. Mais sauf que c'est sommaire. D'accord. Vous l'avez dit, vous savez, par exemple, c'est un état d'esprit de l'administration. Et aux premières époques de l'indépendance, l'archiviste était presque un laissé-pour-compte de l'administration. Où, je ne vais pas trop caricaturer, mais où il est handicapé, par exemple, quelques raisons que ce soit une jambe ou n'importe quoi, ou bien alors aussi il s'adonne à la boisson. C'était des laissés pour compte de l'administration en griffe qui était, bon, on lui mettait aux archives, finir sa carrière, etc. C'est un état d'esprit malheureusement courant, mais qui est loin de la réalité. L'archiviste, c'est pas ça du tout. Pensez bien, on ne prendrait pas un professeur d'histoire géo, puis payer tout ce qu'il faut, le mettre dans les conditions qu'il faut, l'envoyer en France, etc., si c'était uniquement pour cela, bien entendu. Non, l'archiviste, vous savez, il récupère les archives, il les classe, et il fait des instruments de consultation, il les met à la disposition de l'État et des citoyens. Les citoyens, n'importe quel citoyen peut aller aux archives nationales et demander à avoir des documents dans le cadre de la loi qui fixe aussi les délais de consultation et de conservation. Ça, c'est normal. Il y a aussi le fait que l'archiviste ne fait pas que ça. Hein? Vous savez, les archives ont plusieurs... Il y a 3 âges des archives. Il y a les archives courantes, il y a les archives intermédiaires et il y a les archives historiques. D'accord. Les archives historiques, comme leur nom l'indique, c'est les archives dont on n'a pas usage immédiat. Un usage très épisodique ou dans le temps. Ça, c'est les archives historiques. Mais leur importance est évidente. On les garde pour l'histoire. Les archives intermédiaires, c'est les archives qui sont consultées de manière épisodique dans les administrations.
Et les archives courantes, c'est celles que vous faites, par exemple, le document que vous avez là sous les yeux, ce que vous venez ce que vous avez écrit et que vous consultez, ça c'est une archive courante. Je suppose qu'après vous le classez, et ça c'est ce que les archives courantes, c'est les archives que vous utilisez pour votre administration courante. Donc voici les âges. Et cela vaut également pour tous les autres documents, tous les autres supports. Le support n'est pas que papier, le support aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans les supports actuels, etc., etc. Donc voilà un peu comment. Mais maintenant, dans chaque administration, les archives courantes sont gérées, par exemple, par des archivistes. Les archivistes sont nommés dans les administrations pour gérer les archives courantes et les archives intermédiaires. C'est lorsque il y a un délai, lorsque ce délai arrive et qu'elles ne sont plus consultées, mais elles sont importantes pour l'histoire du pays, que ces archives-là sont versées dans la catégorie des archives historiques. D'accord. Voilà. Alors, à présent, nous allons parler d'archives en lien avec le dossier Thomas Sankara. Oui. On a vu effectivement le débat que cela a soulevé en parlant justement de ce que nous avons reçu comme dernier lot d'archives de par de la France. Est-ce à dire qu'au plan local, on n'a pas d'archives concernant cette période et les événements d'octobre 87? Non, je pense que le tribunal militaire a forcément les archives locales. Forcément, puisque vous savez que ceux qui sont poursuivis sur la base du document que le tribunal militaire a. Maintenant, ces archives françaises, c'est d'autres archives, c'est celles que les Français ont constituées pour leur propre gouverne, qu'ils nous remettent. Mais je pense que aussi bien les Américains ou toutes les ambassades ou tous les pays qui s'intéressent à notre pays ont probablement des rapports, des documents établissant sur cette affaire. Donc on aurait pu aussi bien demander aux États-Unis ou à l'Allemagne, etc., des archives, s'ils avaient des archives concernant cette chose-là. Forcément, ils en ont, parce que c'est... Vous savez, quand des événements arrivent, tout le monde s'y intéresse d'une manière ou d'une autre et pour des raisons diverses. C'est comme, j'aime bien à dire que vous, par exemple, en tant que journaliste, vous avez des dossiers de presse que vous établissez sur des événements culturels, sociaux, politiques, etc., ou sur des individus. Par exemple, vous avez, je ne sais pas comment vous les appelez, des documents, par exemple, sur des grandes personnalités, leur vie, vous les enrichissez au fur et à mesure de leur parcours. Et c'est ce genre de documents-là, je pense, que la France a envoyé, qui pourrait servir au tribunal militaire. D'accord. Alors, au lendemain des événements d'octobre 87, alors, certains parlent d'archives qui ont été emportées, on parle d'archives aussi qui ont été, je dirais, détruites. Aujourd'hui, qu'en est-il réellement, vous qui avez été directeur général des archives nationales? Emportées? Je vais vous poser une question, excusez-moi. D'abord, c'est des archives qui ont existé où et qui ont été où elles se trouvaient. Nous comptons sur vous pour avoir des éclairages. Vous me dites, au lendemain des événements d'octobre, des archives, ça peut être aussi bien des archives de Pau que des archives de... Je ne vois pas de quoi vous parlez. De quoi vous voulez parler? Enfin, la rumeur dit quoi? Si je peux me permettre de demander quelques précisions. Non, on nous parle d'archives qui ont été emportées, d'autres ont été détruites. Maintenant, est-ce que vous avez des précisions, vous qui avez été directeur général des archives nationales? Non, à l'époque, j'étais directeur des archives nationales. Aucune archive n'a été détruite, en tout cas, ni emportée, je ne sais pas par qui. Maintenant, si vous voulez parler des archives qui se trouvaient dans le bureau du président Sankara, ces archives se trouvent aux archives nationales. D'accord. Ouais. Les archives se trouvent aux archives nationales. Ont été récupérées par les archives nationales et se trouvent aux archives nationales. Juge va.
Bon, je pense que vous parlez de comment on appelle ça, de nombreux témoignages qu'on a sûrement entendus. Je me rappelle d'un numéro de courrier confidentiel, c'était quoi, le 15 février 2021. Un témoignage, nous avons pris les archives d'écoute concernant Blaise Compaoré et Jean-Pierre Palme que nous sommes partagés et avons procédé à leur destruction. Palme en personne est venu dans notre service accompagné de Français à la recherche des preuves qu'il était sous écoute. Il a récupéré toutes les bandes d'enregistrement et toutes nos archives, y compris une table d'écoute. La table elle-même a été désactivée puisqu'elle ne pouvait pas être emportée. Elle était bien fixée et notre chef de service a été par la suite mis aux arrêts et gardé à la Salsie par Jean-Pierre Palme. Ça c'est un témoignage concernant la fin. Je pense que c'est ce que vous évoquiez. Comme vous parlez de précision, c'est pour ça que je les donne. Mais non, bon, je ne sais pas si là on parle d'archives qui se trouvaient au niveau des archives ou bien de documents et d'éléments qui se retrouvaient au niveau de comment on appelle ça, des renseignements. Ça c'est difficile, ça devient différent. À partir du moment où ça arrive chez vous, c'est protégé et vous en êtes responsable. C'est ça. Tant que ça n'y arrive pas, bon, on parle d'archives, c'est pas parce que c'est le terme archive employé que ça veut dire que c'est chez vous. Confusion. Voilà. Ça doit être des archives comme vous le dites, des officines de renseignement. Évidemment, ça, c'est hors de notre portée. Tant qu'on n'a pas, vous savez, comme Germe a dit, les archives, c'est comme une auberge espagnole. On y trouve ce qu'on y a apporté. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, au terme de la loi sur les archives, des archives doivent être déposées aux archives nationales. C'est fixé, il y a des délais de conservation, aussi bien aux services qui les produisent qu'ailleurs. Mais pour ce qui concerne particulièrement ces domaines sensibles, c'est décidé à partir de l'organisation elle-même. D'accord. Si elle trouve que ces archives les encombrent, elle les appelle des archives nationales qui viennent, aussi bien là que la police, que les renseignements de l'armée, etc. Lorsque on les aide, les archives nationales les aident à créer des structures de conservation chez eux, mais vient toujours un moment où ils sont saturés, forcément. Là-dessus, d'ailleurs, je veux comprendre, les archives, c'est fait pour être consulté. Je me pose la question, parce qu'à un moment donné, dans l'introduction, Président, vous posez la question des archives classées, secrets et tout. Je pense qu'il y a des catégories. Bien sûr. Il y a bien des catégories. Qu'est-ce qui fait de certaines archives diplomatiques, secrètes ou quoi que ce soit? Qui décide de ce nivellement-là? La loi fixe cela. D'accord. Par exemple, les archives concernant le personnel. Les archives concernant le personnel, il y a un délai de consultation qui est très loin, parce que vous pouvez toujours avoir le dossier personnel d'un individu, quel qu'il soit, mais s'il a été, par exemple, une personnalité dans notre pays, il est évident que les ayants droit ne vont pas permettre que, pour une raison ou une autre, on consulte ces archives-là comme on veut. Bon, il y a aussi les archives, par exemple, qui ont été créées par ces personnalités-là. Par exemple, les archives de certaines personnes comme Ouenzin Koulibaly ou bien Gérard Kango, etc. Les archivistes sont en négociation pour pouvoir récupérer leurs archives et les classer aux archives nationales, parce que c'est des archives historiques importantes pour telle ou telle raison. Mais les archives des dossiers personnels, ça c'est autre chose. Donc il y a différentes catégorisations. Évidemment, les archives secrètes ne peuvent pas être consultées par tout le monde, ni mises à la disposition de tout le monde. Il y a aussi des délais. Vous avez parlé tout à l'heure de déclassification. La France a pris un texte pour déclassifier ces archives afin de les permettre qu'elles viennent, les archives concernant Thomas Sankara. Donc il fallait faire cette opération de déclassification avec l'autorisation je pense, de l'Assemblée, de différentes structures concernées en France, avant que ces archives puissent être remises au tribunal militaire du Burkina Faso. Donc vous voyez que c'est pas possible de diffuser des archives secrètes de manière, disons,
sans précaution. Alors, pour ce qu'on a reçu de la France, d'aucuns estiment que ce qu'on a eu, ce ne sont pas des documents ultra secrets, mais c'est les archives diplomatiques. Quand on parle d'archives diplomatiques, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Écoutez, les archives diplomatiques, il y a aussi des archives ultra secrètes à l'intérieur des archives diplomatiques, hein. Mais je ne connais pas le fond des archives, ces dossiers-là. Ils n'ont pas, je ne crois pas à ma connaissance. Je ne sais pas si on a donné le détail de ces dossiers. Je suppose que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'exemple le plus qui me vient toujours à l'esprit, c'est les dossiers de presse que vous faites. Hein. C'est peut-être dans les dossiers des rapports des diplomates, des différentes écrits, etc. Mais je ne saurais pas vous dire. D'accord. Pour ce qui concerne peut-être les archives qu'on a au niveau de la direction des archives nationales, qui peut consulter ces archives-là et quel est le process? Qu'est-ce qu'il faut justement mettre en place pour pouvoir avoir accès à ces documents historiques-là? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au début, les archives sont faites pour... les archives aux archives nationales sont conservées, traitées, conservées et mises à la disposition de l'État et du citoyen. Le citoyen lambda qui veut consulter les archives est libre d'aller aux archives nationales. Et de vos archives nationales, on lui dira, il vient pour telle ou telle raison, on lui dira les archives qu'on peut mettre à sa disposition et celles qu'on ne peut pas le laisser consulter. Au terme des règles établies à partir de la loi sur les archives. Les choses sont assez claires au niveau de la loi. D'accord. Oui. Mais je me rappelle qu'en 2019, il y a une loi qui est passée à l'Assemblée nationale portant la loi portant un régime juridique, notamment des archives. Il y a eu le débat, mais ça a été voté à l'unanimité par les députés. Et je pense que c'était Rémi Filios-Dandino, porte-parole du gouvernement, qui donnait quelques billes d'explications. On parle d'autosaisine et c'est un certain nombre d'éléments. Vous êtes puriste du domaine. Cette loi, qu'est-ce qu'elle apporté qu'est-ce qu'elle venait combler en termes de comment dire ça, des avantages? Qu'est-ce que c'est venu combler de façon très claire? Parce que nous on a suivi le débat, malgré les explications. Bon, on est finalement qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que cette loi-là est venue changer? Ben, je ne comprends pas. Il y a eu le débat, c'était sur quoi? C'était la loi en 2019. C'est ça. Pourtant, c'était la loi 47. Voilà, c'était la loi, je vais la retrouver pour qu'on puisse mieux se comprendre. Voilà, la loi portant régime juridique des archives. Et ça a été, comme je le disais, adopté à l'unanimité. On avait même les députés, et comme ça se fait habituellement, poser un certain nombre de questions pour mieux comprendre ce que ça pourrait apporter en termes de changement. Mais il y avait la question de l'autosaisine. En termes, parce que quand Rémi Filios-Dandino expliquait un peu ce que ça apporterait de façon plus pratique, il a parlé de la question de l'autosaisine. Lorsqu'un privé détient un certain nombre d'éléments considérés comme des archives et qu'il ne veut pas les céder, l'État peut se saisir de ces documents et les classer comme archives. Après, les députés qui demandaient, bon, est-ce que ça veut dire qu'il y aura aussi un dédommagement, une contrepartie et tout? Bon, c'était un peu le débat qu'il y avait à l'hémicycle ce jour-là. Je dis, avec cette loi qui a été adoptée à l'unanimité en 2019, vous pensez qu'il y a des avancées? Et puis en son temps, est-ce qu'il y a des archives qui étaient détenues par des particuliers qui se refusaient à les remettre aux archives nationales alors que c'était peut-être d'intérêt national, on dirait comme ça? Non, vous savez que la loi ne se fait pas sur un exemple unique. Évidemment. Évidemment, la loi prévoit la possibilité qu'un individu ne puisse pas, ne veut pas remettre des documents historiques concernant toute la nation aux archives nationales. Donc la loi prévoit qu'on peut le contraindre à le faire. Mais je ne pense pas que ce soit... c'est un aspect que la loi prenait en compte, n'est-ce pas? Et oui, il y avait beaucoup d'autres éléments, même au niveau des ministères, qu'est-ce qui peut être détruit, qu'est-ce qui ne devrait pas l'être. C'était un vide qui existait alors? Non, c'était pas vide. La loi, il y avait déjà une loi précédente, qui ne prenait pas en compte les nouveaux supports, puis cette loi est venue combler et en plus, évidemment, à chaque fois, reprendre les choses qui ont été dites, bien les améliorer, c'est évident. Donc c'est dans ce sens-là. Parce que
dans le même ordre d'esprit, d'idée, vous savez que l'individu les ayants droit, par exemple, d'hommes politiques, d'hommes publics, d'hommes de culture, etc., qui ont des archives, qui pourraient intéresser les archives nationales, les archives nationales peuvent s'approcher d'eux et leur proposer de les conserver. D'abord, il y a l'environnement de conservation qui est mieux que de le laisser à la maison, dans les cantines, etc. Ça, je pense aussi aux différentes archives de nos anciens combattants, etc. D'autres archives ont été perdues comme ça. La loi prévoit aussi que, par exemple, pour nous, ce n'est pas encore précisé, puisque c'est un décret qui devrait le faire. Dans certains pays comme la France, la loi prévoit, par exemple, que ces archives-là soient estimées. D'accord. Et que cette estimation soit considérée, soit prise en compte pour dégrever les impôts des ayants droit qui les ont. Donc, vous voyez, il y a des possibilités aussi de ceux qui détiennent des archives historiques, lorsqu'elles sont estimées telles par les archives nationales, il peut y avoir des avantages. Aussi bien pour la conservation de ces archives-là dans des conditions tout à fait indiquées, que des avantages aussi du point de vue financier pour ceux qui les détiennent. Et puis il y a les dons volontaires aussi. Quelqu'un peut estimer qu'il va donner les archives de ses parents, de son père, aux archives nationales, par exemple, qui les conservent, etc. Et il y a des règles bien établies. Et si ces archives-là ne peuvent pas être consultées, par exemple, sans l'autorisation de ceux qui les ont déposées. D'accord. Il y a aussi des garde-fous pour que ce ne soit pas galvaudé, etc. Si vous permettez, au fil de nos échanges, moi, il y a des questions qui me viennent, parce que on revient sur la question des dossiers sensibles qui sont en justice et autres. Je me rappelle que l'ambassadeur de France ici, même lorsqu'il remettait les lots qui ont été déclassifiés, il disait, il est sûr que nous devrions avoir par devant nous des éléments plus probants, évidemment, qui pourraient permettre d'être à charge ou à décharge, en tout cas, qui pourraient permettre de mieux voir dans l'affaire, dans tous les cas. Parce que je me dis qu'il a une confiance aussi en nos archives. Moi, je parle d'archives parce que c'est des choses qui sont passées, donc forcément, si ça n'a pas été conservé, si ça n'a pas été, ce n'est pas entretenu, ça pose problème. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos archives nationales, ces pans de notre histoire-là, majeurs, ils y sont. Ces pans-là, ils sont conservés, documents, parce qu'aujourd'hui c'est un peu la polémique. Nous nous demandons, mais pourquoi est-ce qu'on a tant besoin d'archives françaises? C'est-à-dire, il y a un événement qui s'est passé, ça s'est passé sur notre sol, autant il y a eu peut-être des courriers diplomatiques pour décrire le moment ou un certain nombre de documents, autant eux les ont, autant nous devons aussi en avoir. Oui, mais là nous parlons d'un événement particulier. Par exemple, les événements du 15 octobre 1927. Est-ce que vous pensez que dans notre administration, il y a eu des rapports, des écrits, à moins que ce soit dans les renseignements? Vous voyez, je suis un peu... Pour ce qui concerne ces événements-là, forcément, la France, ancienne puissance, et puis dans un pays comme le nôtre, il y a des rapports que eux ils font à leur administration centrale, même l'ambassade ou je ne sais pas quelle autre organisation française qui se trouve dans notre pays. Les financiers, enfin je ne sais pas comment on les appelle encore, tous les organismes de finance, de financement français, pour une raison ou une autre, peut-être ont écrit. Donc, vous voyez, c'est plus la vie de leur perception des événements
que autre chose. Je suis d'accord. Avis. Mais tout à l'heure, vous parliez d'un élément, vous évoquiez un élément qui est important, c'est la question, vous parliez du renseignement. C'est-à-dire que ce qu'on a dans ce plan français, on l'a chez nous, mais dans le renseignement, est-ce que notre renseignement vous remet des fois des archives? C'est ce que je veux savoir. Est-ce qu'on a des écoutes? Par exemple, quand on va à nos archives nationales, est-ce qu'il y a des écoutes qui concernent des périodes, ou bien ça c'est jalousement gardé par le renseignement? Vous-même en tant qu'archive nationale, vous n'y avez même pas droit. C'est ce que je veux comprendre. Eh bien, déjà, je vous le dis, en effet, ça c'est gardé au niveau des renseignements. Par exemple, ce qui concerne les écoutes, des choses sensibles comme ça, c'est gardé là-bas. Par contre, par exemple, les rapports de police, les rapports de la gendarmerie, les rapports de différentes organisations créées à cet effet, nous les recevons. Les rapports de police, par exemple, sont versés aux archives ou alors ont une durée de vie assez restreinte au niveau même de l'organisation qui les ont produites. Bon, on les a. Aux archives, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comme une auberge espagnole, je reviens là-dessus, on ne trouve que ce qu'on y a mis. Ça, c'est permanent. D'accord. Vous avez tantôt parlé de la conservation. C'est vrai que souvent, ça peut être vu comme un casse-tête chinois quand on voit le tonne de papier il faut garder. Pour beaucoup, le numérique aujourd'hui est une chance pour les archives. Est-ce que c'est aussi votre lecture? Est-ce que ça ne peut pas être un couteau à double tranchant quand on parle aussi de la question de sécurité informatique? Voyez-vous, peut-être que je suis de la vieille école, le numérique, j'ai pas grande confiance à ça. Par contre, moi, l'intérêt que je porte au numérique, c'est de pouvoir numériser les archives. Alors là, oui, numériser les archives que nous avons, afin de les diffuser un peu plus largement. Par exemple, aux archives nationales, il y a des opérations de numérisation. Au journal, actuellement, le secrétaire général du gouvernement le fait pour ce qui concerne les journaux officiels. Numériser les journaux officiels, c'est très intéressant. Afin de les mettre à la disposition du public sur tout l'étendue du territoire, c'est plus facile que d'amener le document en tant que tel, la manipulation, le transport, etc., pouvant détruire ce document-là. Donc, la numérisation, dans ce sens-là, c'est vraiment très utile. Autant que c'est utile, mais autant il faut aussi conserver les originaux dans un endroit bien précis, avec les conditions de conservation adéquates, afin de pouvoir les retrouver. Parce que la numérisation, je ne suis pas très sûr, comme vous l'avez dit, c'est pas seulement le fait que ça se diffuse très vite, mais il y a aussi la durée de vie d'un document numérisé. Je ne suis pas très sûr qu'on ait déjà appréhendé ça. Parce que je peux pas, je sais pas, je suis pas technicien en la matière, mais je suis assez réservé pour ce qui est de ne se fier qu'au tout numérique, si vous voulez, que je dis ça comme ça. Le physique doit demeurer. Le physique doit demeurer, forcément demeurer, parce que c'est l'original. Et en plus, il y a la valeur probante des originaux. Un document numérique peut être manipulé autant de fois qu'on veut. On voit les fake news avec des images ou des écrits qui empoisonnent les réseaux sociaux. Donc je pense que de ce point de vue, il faut être très, très réservé quand même. Et, okay. Oui, allez-y. D'accord. Et on a parlé de la question du numérique, mais lorsqu'on parle des archives aujourd'hui, on est en train de passer aussi à une autre étape, c'est que ce que vous devez même garder, quelquefois c'est des bandes, c'est des sonores que même comment c'est qu'on appelle cela, qui doivent être lus par un matériel qui le peut. Quelquefois vous pouvez avoir des bandes dont le système de lecture ça n'existe même plus. C'est-à-dire, à la fin, vous demandez, lui, il sert à quoi il est. Je ne sais pas comment expliquer cela. Je vois ce que vous voulez dire. Mais l'idéal, c'est que justement, à intervalles réguliers, les bandes, par exemple, les bandes sonores, les bandes qu'on connaît, elles sont nées de bandes en cuivre. Vous savez que les premières enregistreurs étaient des fils de cuivre
qui ont été remplacés ensuite par les bandes, etc. jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut toujours faire en sorte que, lorsque un nouveau support arrive et qui est fiable, de transmettre ce qu'on a enregistré sur ce nouveau support et ainsi de suite. Mais il n'en demeure pas moins que le premier support doit toujours rester là, même s'il n'y a pas les moyens de le lire. D'accord, donc le physique demeure. Le physique demeure. D'une manière ou d'une autre, il faut toujours garder les originaux. Je vous donne un exemple. Par exemple, moi j'ai vu en Indiana, aux États-Unis, à l'université d'Indiana, un magnétophone, on peut appeler ça comme ça, avec le fil en cuivre, qui a enregistré dans les années 40, une chanteuse à Bobo Dioulasso. Chanteuse qui, au cours d'un meeting du RDA, qui chantait les louanges des personnalités du RDA, etc., etc. Ça m'a vraiment frappé parce que c'est le premier enregistrement jamais fait en Haute-Volta. 1940, Dans les années 40. 40, 41, par là. Et qui est toujours conservé à Bloomington, aux archives de l'Indiana. Donc vous voyez que ça est là. Et on m'a fait écouter sur le support qui était là. Le même support, le vieux support, et ça marchait. D'accord, alors c'est une convocation, vous l'avez dit, pédagogique, instructive. Nous allons peut-être vous donner la parole pour un dernier mot avant qu'on ne referme les portes de cette convocation. C'est quelqu'un qui a vécu toute sa vie pour les archives, je vais dire ça comme ça. Aujourd'hui, pour vous, le défi aujourd'hui, ça sera quoi pour nos archives nationales? Vers où on doit, vers où est-ce qu'on doit aller? Eh bien, on doit construire un bâtiment pour les archives nationales. Lorsque j'étais aux affaires, j'ai laissé une plaquette avec les plans d'un bâtiment des archives nationales, un plan assez précis. C'est un bâtiment qui va comporter plusieurs étages, au moins 5 ou 6. L'actuel ne répond pas aux normes? Qui répond aux normes en tout cas. L'actuel ne répond pas aux normes? L'actuel non. L'actuel, comme vous le savez, ou comme vous ne le savez peut-être pas, c'est l'ancien bâtiment qui a été construit vers les années 30 pour l'imprimerie du gouvernement. Lorsque vous passez derrière le bâtiment, c'est toujours écrit imprimerie du gouvernement, juste avant la dislocation de la Haute-Volta. Et c'est ce bâtiment qui a été restauré. On a fait un curtage de l'intérieur et les deux ailes. C'est un bâtiment qui se présente en forme de U majuscule et les deux ailes on a mis des rayonnages à 2 niveaux dans l'aile droite pour les archives. Là, les archives sont classées. Malheureusement, l'aile gauche n'est pas encore équipée avec les mêmes rayonnages. On attend des financements pour le faire. Et à l'intérieur du U, c'est là où vous avez en dessous la salle de lecture et au-dessus la salle de conférence, la salle polyvalente, conférence, etc., où se tient beaucoup d'événements actuellement, notamment des dédicaces de livres. Enfin, c'est une salle qui est utilisée en tout cas. Donc voilà un peu où se trouvent actuellement ce que sont les archives nationales. Or, le plan que nous avons fait dans la même cour ou ailleurs devrait construire un vrai bâtiment des archives nationales avec tout ce qu'il faut, la tour pour la conservation, la salle de lecture, les bureaux, etc., tout dans un même bloc. Alors, Didier Emmanuel Ouedraogo était notre convoqué du jour. Je rappelle que vous êtes consultant en archivistique. Vous êtes le premier directeur général des archives nationales, comme on l'a dit, une structure que vous avez gérée de 1973 à 2000. Vous êtes actuellement à la retraite. Merci d'avoir honoré notre convocation. Avec vous, nous avons parlé des enjeux de la gestion des archives pour un pays comme le Burkina Faso. Et en lien avec le dossier Thomas Sankara, nous avons eu un certain nombre d'éclairages. Merci aussi, Juge Vaha, pour vos clés de lecture. Nous allons donner rendez-vous demain pour une autre convocation avec à la clé ce que nous savons faire, porter un regard critique sur l'actualité. Merci d'avoir suivi. Restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.